Recording is on. Oui, ça va. Oui, Claire. On va attendre un peu que les autres nous rejoignent. Donc, si c'est bon chez toi, à 10, on commence. Oui, c'est bon, à 10 heures. Oui, à 10. Ok, d'accord.
Alors, Sophie, c'est bon. Bien. Oui, nous voyons ton écran. Hmm? Oui, on voit ton écran. Ok, voyez le Google Slide, oui. Oui, oui, on voit. Ok. Ok, vous m'entendez tout ça? Donc, je vais un peu... Ok. Salut tout le monde. Cool. Ok. Ok, je pense. Ok, je pense qu'on est bon. Ok. Sophie, je vous laisse introduire. Après, je commence, ou bien? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Dogo Sow. Moi, je vais te laisser le soin de te présenter et de dérouler ta séance. Ok, d'accord. Donc, ça, merci beaucoup. Ça sur combien de minutes? La présentation et les questions-réponses. 1h30, la Ok. présentation et les questions. Ok, d'accord. Donc, bonjour tout le monde. C'est bon, hein? Le son est bon. Oui, le son est bon, on reçoit parfaitement. Ok, d'accord. Merci beaucoup, hein. Bon, mon nom c'est Doko Sow et je suis ingénieur-chercheur en intelligence artificielle. Donc, en tout ce qui est deep learning, machine learning, mais dans la partie R&D, recherche et développement, donc sur des applications réelles. Donc, en ce moment-là, je suis chef de la partie R&D, donc directeur, ce qu'on appelle Chief of R&D, directeur de la partie recherche et développement à Tolbi. À Tolbi, ce qu'on fait, c'est utiliser les imageries satellitaires, mais aussi l'intelligence artificielle pour faire face aux défis climatiques, mais aussi au changement climatique. Donc, ce qu'on fait, c'est à Tolbi, on a des objectifs et ces objectifs-là, on voit comment on peut régler ça. On lit des papiers, on les comprend et on les implémente et on travaille avec l'équipe ingénieur. Donc, aussi, j'ai eu à travailler à l'IRD, Institut de recherche et développement, dans la partie IA appliquée à l'ophtalmologie, dans la partie médecine. Mais aussi, je suis chercheur indépendant. Donc là, je collabore avec des chercheurs au Sénégal et dans le monde pour pouvoir attaquer des problèmes réels. Donc, et c'est avec cette collaboration-là, avec un grand chercheur qui s'appelle, un grand chercheur, mais aussi ingénieur Samuel Barret, qu'on a eu l'idée de travailler sur la partie, sur un papier. Donc, c'est vraiment une application, c'est vraiment un papier indépendant. Donc, c'était pas à propos c'était pas à propos des entreprises sur lesquelles on est respectivement. Donc, Samuel Barrett travaille dans la partie à Clay, donc Legend AI, dans une très grande entreprise remote sensing qui fait des modèles de fondation, des modèles d'IA, moi à Tolbi. Donc, on s'est rencontrés sur LinkedIn, on a discuté, on a vu qu'on avait les mêmes idées. Et là, il m'a présenté son idée et depuis lors, on collabore sur LinkedIn, sur GitHub, etc. pour pouvoir à mettre en place, à publier ce papier-là. Donc, et ce papier-là, pourquoi c'est spécial? Donc, aussi, c'est mon premier papier scientifique en tant que chercheur indépendant. Donc, ce papier-là, il s'appelle SysDeco. Donc, c'est un modèle génératif qui permet d'attaquer les imageries satellitaires et de pouvoir y appliquer de l'IA pour pouvoir détecter, par exemple, les cultures, la phénologie, etc. Maintenant, donc, il faut comprendre que pour ce papier-là, donc il faut comprendre l'idée, c'est vraiment, je veux vraiment que vous compreniez ce qu'on a voulu faire. On n'a pas voulu créer un nouveau modèle,
mais on a juste voulu innover. C'est-à-dire que on savait quelque chose, on a vu quelque chose qui se tramait dans la partie AI, dans la partie LLM. Et on a vu pourquoi on ne peut pas appliquer ça. Donc, c'est vraiment une capacité d'abstraction. Donc là, c'est d'où ce papier qu'on s'appelle SysDeco. SIS, c'est un peu les time series. Donc ici aussi, c'est pas seulement, ça va pas seulement intéresser que les gens qui sont seulement dans l'imagerie satellitaire, mais aussi les gens qui utilisent des séries temporelles, que ce soit des audios, que ce soit que des séries, des signaux, que ce soit des imageries satellitaires, etc. L'idée, c'est de voir autrement ces données-là. Donc là, ici, pourquoi on a utilisé les time series, les séries temporelles? Et pourquoi les séries temporelles sont importantes dans le remote sensing? Remote sensing, c'est la télédétection. C'est un peu l'art d'avoir des informations sur un objet sans pour autant le toucher. Donc, en télédétection, nous, on utilise des images satellitaires. Tu peux utiliser des drones ou tout ce que tu veux, mais c'est d'avoir des informations sur un objet sans pour autant toucher à cet objet-là. Donc ici, notre use case, on a vu quelque chose. On a dit que maintenant, il y a quelque chose qui se passe sur les LLM. Il y a ce qu'on appelle des séquences de mots. C'est-à-dire, il y a des phrases. On voit des phrases. Ces phrases-là sont des séquences. C'est-à-dire, maman va au marché, c'est une séquence. Et une séquence, l'ordre est important. Et par exemple, si tu prends le maman va au marché, le pour devant va, donc il y a un problème. La séquence est importante. Et les séries temporelles aussi, c'est parfaitement ça. Et on voit aussi les satellites. Pourquoi c'est important? Les satellites, ça fait le tour de de la planète Terre régulièrement. Et dans pour un point dans l'espace, tu as cette information-là plusieurs fois dans le temps. Par exemple, tu peux l'avoir de 2017 à maintenant, chaque 5 jours, ou chaque 10 jours, ou chaque 20 jours. Donc là, c'est une série temporelle. Et cette série temporelle-là, pourquoi c'est important dans l'agriculture? Vous voyez, dans l'agriculture, quand tu prédis le rendement, ce n'est pas seulement la date aujourd'hui qui est importante, mais l'évolution de la plante. L'évolution de la plante dans le temps est très importante. Et ça, c'est une série temporelle qui montre comment la plante évolue. Par exemple, il y a des réflectances, par exemple, deux plantes qui ne croient pas pareil. Auront donc des réflectances différentes. Et par exemple, quand le maïs évolue dans le temps est différent de comment le riz évolue dans le temps, c'est différent comment l'arachide évolue dans le temps. Donc, avec seulement ces évolutions-là, tu arrives à détecter est-ce que c'est l'arachide, est-ce que c'est le maïs. C'est même ce qu'on appelle la cartographie des cultures dans le remote sensing. Ça, c'est fait depuis très longtemps. Donc aussi, on peut venir dans le domaine climatique. Dans le domaine climatique, le climat, la météo, c'est des choses qui font en sorte que c'est des informations continues dans le temps. On ne peut pas venir faire une prédiction climatique pour dire en se basant seulement sur la date aujourd'hui. Non, tu prends en compte le passé et toutes ces informations-là. Et cette accumulation-là du passé qui ont une conséquence, du climat d'aujourd'hui. Donc, il y avait deux choses, c'est-à-dire que il y a deux choses. On parle même d'image satellitaire. Et par exemple, quand tu as une image satellitaire, et que cette image satellitaire-là, tu l'as plusieurs temps, c'est ce qu'on appelle une pile d'images, stack images. Et ces piles d'images-là, il faut le voir comme une vidéo, si vous voulez. Une vidéo, c'est une pile d'images aussi qu'on passe par un temps bien défini, et ce qui fait qu'on voit que les choses bougent, mais sont des images statiques qu'on empile. Maintenant, ici, le problème, c'est qu'avant, et que même maintenant, les gens aussi, certains, par exemple, tu peux faire de la cartographie, tout ce que je dis là, tu peux le faire pour essayer de détecter quelque chose, tu peux utiliser une seule image. Ça peut te dire quelque chose. Mais ce qui te montre ce qui te montre réellement qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas ça. C'est les time series. Maintenant, on va parler d'un peu
qu'est-ce qui se passe maintenant? Moi, je vous donne un exemple. Moi, par exemple, je me suis intéressé au LLM, au NLP, il y a seulement 2 ans. Avant, je m'intéressais seulement, toutes les personnes qui me connaissaient savaient que Doko utilisait seulement les CNN, il se concentrait sur le computer vision. C'est ça qui m'intéressait. Parce qu'avant, il y a 3 ans, il y a 4 ans, 5 ans, ce qui c'était que chaque tâche spécifique avait son propre modèle. Des gens qui travaillent sur le CNN, les computer vision, UNF CNN utilisaient ça. Des gens qui travaillent sur le texte, traduction de texte ou bien audio, utiliser les RMN, les LSTM, les BLSTM. Donc, c'était tellement différent. Et ça c'était même, ça c'était aussi répercuté sur la partie remote sensing. Les gens qui travaillent sur la partie télédétection. Certains utilisaient le CNN, donc ils avaient un background computer vision. Moi, si j'ai un background computer vision, je viens, tu me donnes des images, je vais les prendre, une seule image, je fais du CNN parce que c'est les images naturelles, c'est pareil aux images satellitaires. La seule différence, et notez ça bien, la seule différence, c'est les nombres de bandes. Les nombres de bandes diffèrent. Par exemple, quand tu as une image, c'est RGB, 3 bandes, mais les images de satellitaires, c'est multispectral. Tu as le RG, tu as le NIR, tu as les autres bandes, les informations. Mais le même modèle, tu peux le prendre et entraîner sur ça. C'est pourquoi les gens qui font, les chercheurs qui travaillent dans la partie de la détection utilisent ces modèles-là. Mais, en fait, c'est ça le problème. Et les modèles qu'on avait, c'est vraiment des modèles qui sont, chaque tâche a son propre modèle. Et maintenant, tu as un modèle qui fait en sorte de détecter les nuages et de les changer. Et je vais parler d'une manière générale, tu as un modèle dans les audios ou dans les signaux, un modèle qui va détecter les bruits qui les enlèvent, un modèle qui va faire la segmentation de cet audio-là. C'est pareil, il faut voir, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que c'est ça quand tu es un chercheur, ingénieur, ou bien un chercheur en IA, tu ne dois pas te limiter par le domaine, quoi. Donc, tu dois être au-dessus de la mêlée, pouvoir faire de l'abstraction pour savoir que l'IA, c'est un outil. Et cet outil-là, ça peut être adapté partout. Par exemple, moi, le deep learning que j'ai utilisé dans la partie détection ophtalmologique, je peux l'utiliser dans la partie remote sensing et je peux l'utiliser demain sur un autre domaine. Et maintenant, et voir les time series, il faut les voir comme les signaux, que les audios, etc. Maintenant, le problème qu'on a vu, c'est que même avec l'avancée à ce moment-là, on a des modèles de fondation. Les gens, le domaine de la télédétection est bien développé à ce moment-là. Les gens utilisent des modèles. Certains, les architectures changent. Par exemple, certains utilisent des VIP, certains utilisent des UNet, certains utilisent d'autres modèles, mais chaque personne essaie d'attaquer l'architecture différemment, au lieu de changer un peu la manière dont on représente les données, dont on représente les séries temporaires, dont on représente, par exemple, les stocks de la bourse, c'est des séries temporelles, dont on représente les imageries satellitaires, les séries temporelles des imageries satellitaires. Maintenant, notre inspiration vraiment, c'est basée sur les NLP, c'est-à-dire sur le LLM, sur ChatGPT en ce moment-là. Comment on est arrivé à ce modèle, ce ChatGPT, Claude, ce Gemini, comment on est arrivé ici. Il faut comprendre, je vous disais ça tout à l'heure. Avant le NLP, c'était séparé du computer vision. Et cette séparation-là, même dans l'NLP, certains, tu peux utiliser tu dois utiliser des modèles séparés pour faire le résumé d'un texte. Mais pour faire de l'analyse sentimentale, c'est-à-dire pour savoir est-ce qu'un review d'un site web, est-ce que c'est négatif ou c'est positif. Donc, et maintenant, après, on est allé sur quelque chose d'extraordinaire qui est venu. C'est-à-dire que les transformers sont sortis et ils ont montré que comment vous voyez les choses dans le NLP là, vous ne devez pas séparer. On peut avoir un seul modèle qui le fait. Et là, pour convoquer l'histoire, donc brièvement, c'est sorti de Ilya, donc le grand chercheur, l'ex-grand chercheur de OpenAI. Et ce chercheur-là,
il a travaillé avec un jeune sur... Il n'avait même pas utilisé ce modèle-là de transformer, mais il avait utilisé un modèle de LSTM. Et ils ont montré que seulement en prédisant le next token, le next caractère ou le next mot ou le next groupe de mots, c'est le next token, si le modèle arrive à prédire ça bien, le modèle, s'il arrive à prédire bien, ça veut dire que le modèle a compris les données. Par exemple, si je vous dis maman va où et vous me dites marcher, c'est parce que vous avez compris maman, vous avez compris va, vous avez compris aussi le langage français. Donc, et c'est ce qu'on va dire cette partie-là. Donc, c'est vraiment quelque chose que il apprend ça. L'objectif, c'était pas ça, mais indirectement, il va apprendre ça. Et ils ont entraîné ça sur des données de Amazon, des reviews de Amazon. Donc, si quelqu'un dit que j'aime ce produit, il est bien, j'aime pas ce produit, il n'est pas bien. Ils ont entraîné ça sur beaucoup de données. Et à la fin, par grande surprise, ils ont découvert que ce modèle-là, même si on l'a entraîné seulement pour prédire bien le next caractère, le modèle arrivait à savoir est-ce que un review est négatif ou est positif. Donc, avec seulement cet entraînement-là, il y avait une émergence d'une capacité. Et cette émergence-là, c'était l'analyse sentimentale et pourtant, ce n'était pas l'objectif. Et maintenant, après, ils ont utilisé, le transformer est sorti, ils ont utilisé le transformer. Et avec les transformers, ils ont mis GPT, qu'on connaît, et après GPT-1, GPT-2, et 4GPT, maintenant Gemini, tout ça. Et maintenant, ce qu'ils ont montré ici, c'est un peu le fait que maintenant, avec seulement les mécanismes d'attention, il faut comprendre que le transformer, il a un mécanisme d'attention. Et seulement avec le décodeur, donc je vais parler sur cette partie-là après, seulement avec le décodeur, le modèle permet à comprendre. Par exemple, quand je donne une phrase complexe, le modèle va faire des poids, va faire des calculs pour montrer que, pour savoir quelles sont les informations les plus importantes et pour pouvoir faire des prédictions et comprendre. Maintenant, après, et je vous dis pourquoi c'est important cette partie-là. Et vous voyez que ChatGPT avant, ça utilisait seulement les textes. Maintenant, il peut comprendre des images, il peut parler, il peut générer même des images. Pourquoi ça? C'est fait par cette information-là, et on a pu faire ça grâce à un papier qui est intéressant qui s'appelle VIT, Vision Transformer. Ce papier-là a montré que, en fait, nous, comment on représentait les images? Comment on représentait ces images-là? On pouvait faire en sorte de changer la représentation des images pour que une image puisse être comme une séquence de mots, comme une phrase. Vous voyez un peu, c'est l'abstraction. C'est pourquoi, donc, en ingénierie, en sciences, l'abstraction est importante. Ce qu'ils ont fait, c'est montrer qu'on peut découper une image de telle sorte qu'on a une séquence. Parce qu'effectivement, une image, c'est une séquence. Parce qu'une image, l'ordre des pixels est important. Si tu changes l'ordre des pixels, donc l'image change complètement. Et ça, ils ont fait découper ça. Et quand ils ont découpé ça, ils ont mis des séquences. Et ces séquences-là, c'est comme des mots. Et ils ont montré que ce même modèle-là permettait de comprendre des images. C'est pourquoi c'est le même modèle qui permet de comprendre des vidéos, des images, et ça. Maintenant, nous, on s'est dit que si maintenant le next token prediction peut vraiment faire tout ça dans le NLP, pourquoi ça peut pas, dans les textes, pourquoi ça ne peut pas le faire dans le observation? Ici, l'idée qu'on avait seulement, c'est juste, ce qui est cool, c'est que quand ce n'est pas à l'entreprise, c'est de la recherche indépendante, tu peux faire ce que tu veux. On voulait tester ça et on teste pour voir est-ce que ça va marcher ou pas. Si ça marche, on publie. Si ça ne marche pas, on va chercher d'autres idées. Maintenant, ici, le paradigme shift. C'est-à-dire que le paradigme, c'est maintenant, on va voir maintenant qu'il faut savoir que les séquences, les gens le font. Mais ce qui n'était pas fait, c'est le faire exactement comme GPT le fait. Parce que si tu arrives à le faire comme GPT le fait, tu peux maintenant intégrer les images de satellitaires dans le pipeline de ChatGPT, par exemple. Parce que rien ne va changer. Tu changes juste la manière dont tu vas mettre les séquences.
Donc ici, au lieu de dire maintenant, quelle est la tâche, au lieu de dire est-ce qu'on doit faire une classification, avant c'était de venir dire que non, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut des détection de chromotype, ça c'est la classification. Donc on va voir si c'est une classification. Non, moi c'est du computer vision, donc je vais utiliser CNET, donc je vais faire je vais changer la représentation des données à ce que cette donnée-là puisse s'adapter à mon expérience, puisse s'adapter au computer vision. Si j'étais du NLP, je vais le changer pour que ça puisse entrer dans du LSTM, dans du RNN. Donc ici, c'est maintenant, si tu me donnes de la tâche, je vais dire que c'est quoi les séquences, quelles sont les informations que j'ai. Est-ce que c'est Sentinel-1 qui est qui est de l'optique, ou bien des images satellitaires optiques, ou bien Sentinel-2 qui est optique, Sentinel-1 qui est radar? Qu'est-ce que je vais venir, qu'est-ce que je dois faire et maintenant voir quelle séquence je vais faire. Maintenant ici, nous on s'est posé la question, what if pixels were tokens? C'est-à-dire que qu'est-ce qui va arriver si les pixels des images satellitaires étaient des tokens? Il faut voir que ici, en fait, il y a la différence. Ici, la différence, c'est les satellites, les réflectances sont continues. Et c'est des vecteurs, hein. Ce sont des vecteurs, donc c'est comme des embeddings. Parce que tu as, par exemple, un vecteur qui, par exemple, tu as le RGB, et quand tu as le RGB, tu peux faire en sorte que c'est des vecteurs. Tu as 3 entrées, et tu peux répéter ça, et ça, c'est ton temps, quoi. Donc, tu peux avoir, par exemple, le temps, c'est 6 times, c'est-à-dire que 6 tours du monde. Le satellite a fait 6 tours, donc 6 fois ce point-là. 6 dates, par exemple, tu dis lundi, mercredi, jeudi, vendredi, et que ça soit 6 dates, et que chaque date, tu as la valeur de ce réflectance-là. Donc, tu as une séquence, et chaque séquence a les différentes bandes. Maintenant, ce qu'on fait et comment on fait pour dire que le modèle là, tu peux maintenant classifier, ou bien tu peux maintenant segmenter. Et ça, ce sont ce qu'on appelle des symboliques tokens. C'est-à-dire que ces symboliques tokens-là vont permettre de dire à la représentation, si tu vois symbolique token-là, ça veut dire que non, ici tu dois faire de la classification, ici tu dois faire de la régression. Ici, et on va tellement unifier les choses pour tester, c'est que on a fait en sorte que le modèle ne va pas voir des images, non. Parce qu'ici, on a pris des time series. Donc, c'est des images qu'on a, mais on va le faire sous format time series. Parce que nous, c'est le time series qu'on va tester pour montrer que, en fait, les time series là, rien ne les différencie avec les textes que vous voyez. Maman va au marché, je m'appelle donc, rien ne les différencie. Parce qu'à la base, la machine, l'ordinateur ne comprend que des nombres. Et à la base, tout ça sont que des nombres. Maman va, tout ça sont des nombres encodés. Quand tu décodes, tu as le nombre. Et que c'est pareil aussi dans les images satellitaires, ce sont des nombres. Mais on va un peu en parler après sur le fait que c'est continu. Maintenant c'est là qu'on a mis maintenant la partie site déco, l'idée. Et cette site déco-là, il faut voir que c'est pas un vision transformer. Je vais parler un peu tout à l'heure du vision transformer. Et ce vision transformer-là, il prend des images. Nous, on ne va pas prendre des images. Nous, ce n'est pas des images, c'est des données, c'est des séries temporelles. Et ça, ce ne sont pas des images. Mais ça, nous, ce qu'on voulait, c'est un peu, vous allez voir que nous, on ne se concentre pas sur le modèle. Le modèle, c'est simple. Le modèle, c'est ce que j'ai GPT utilise. Mais ici, l'idée, la philosophie qu'on vous montrer, c'est un peu comment, d'une autre manière, on peut représenter les images de satellitaires pour faire comprendre ça au modèle, au décodeur qui marche pour GPT. Et l'idée, l'intuition, c'est que si ça marche pour GPT, ça veut dire qu'on peut faire pareil qu'on a fait sur les images, pour que maintenant, on entraîne, si on a de très grandes machines, de puissantes machines, on entraîne sur cette technique-là. Par exemple, beaucoup de données satellitaires, ce modèle-là va nous sortir quelque chose d'incroyable. Ce modèle-là va comprendre des choses que même nous, on n'avait pas compris.
Et je vais vous donner aussi une analogie, par exemple. C'est pourquoi l'analogie est importante et c'est ça un peu qui permet de voir les choses différemment. Par exemple, quand tu as un point dans le temps et dans l'espace, par exemple, un point, j'habite à Kanyalo, un point à Kanyalo, il y a les images de satellitaires de Sentinel-2 qui vont passer régulièrement sur ce point-là, donner des informations régulièrement sur ce point. Il y a Sentinel-1 qui va passer régulièrement. Aussi, il y a des informations climatiques qui vont passer régulièrement. Pourtant, c'est le même point, mais il y a différentes informations qu'on a sur ce même point-là. Moi, comment je le vois, nous, comment on le voit, c'est comme ce point-là, chaque image de satellitaire, il parle, chaque produit parle son propre langage. Par exemple, les données que tu as sur ce point-là, de Sentinel-2, c'est différent de Sentinel-1 et les bandes même diffèrent. Et tu peux dire même que, par exemple, ces informations-là, ça explique l'histoire de ce point. Par exemple, le point de Kandiado, Sentinel-2 a sa propre explication, mais Sentinel-1 aussi a sa propre explication, mais c'est les mêmes informations de ce point-là. Donc, il suffit de pouvoir décoder. C'est comme si Sentinel-1 parle anglais, Sentinel-2 parle français. Et si on arrive à décoder ces deux informations-là, avec Sentinel-1, on peut avoir une idée de ce que Sentinel-2 va dire, si on les entend bien. Par exemple, on peut faire de la traduction, c'est-à-dire traduire Sentinel-2 à Sentinel-1, etc. Maintenant, et nous, on a utilisé un décodeur omni transformant. Et ça, c'est très similaire. Donc, c'est ce que GPT a fait. Et même l'entraînement, on s'est basé sur ça aussi. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est que on a enlevé l'encodeur, c'est le décodeur, parce que vous savez que le transformant, c'était pour traduire des langues, traduire des phrases d'une langue à une autre. Après, pour faire GPT, les gens ont enlevé ici la partie à gauche, on l'a enlevé pour se concentrer sur la partie décodeur, parce que cette partie décodeur-là permettait de faire une next token prediction, de voir les informations qui sont seulement dans le passé pour prédire les informations qui vont venir. Et je vous donne cet exemple-là, c'est un peu. Regardez que quand on fait du forecast, quand on fait de la prévision, quand je dis maman va où, si je dis marché, c'est une prévision, une prévision. Le modèle a fait une prévision de ce qui va venir. Et il peut faire cette prévision-là beaucoup de fois. Et c'est pareil, les prévisions qu'on a dans les bourses. Dans les bourses, c'est ces prévisions-là qu'on a. Dans le domaine climatique, c'est ces forecasts-là qu'on a. Dans le domaine satellitaire aussi, tu peux faire ces forecasts-là. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un peu... Et si un modèle permet de faire ça dans les textes, donc ce modèle-là peut faire ça aussi dans les imageries satellitaires aussi. Et si le modèle arrive à bien prédire les informations qui vont venir, donc ce modèle-là comprend le contexte des images satellitaires. Et si le modèle comprend ces contextes-là, donc le modèle va être plus performant pour prédire le rendement ou bien pour comprendre quelle est la plante qui est là, quelle est la quantité d'eau qu'on veut ici ou pas. Donc vraiment, c'est ce qu'on appelle en anglais incentivize. Donc, tu essayes de laisser le modèle lire, faire tes prédictions next token et le modèle va indirectement trouver certaines informations que toi, tu ne lui avais pas dit de faire. Maintenant ici, bon, j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi c'est le décodeur only. Hein. Parce que quand tu es encodeur-décodeur, je vous avais dit ça, ça processe toute la séquence. Et l'idée même, c'était pour faire en sorte de traduire français en anglais ou bien vice-versa, etc. Mais ici, pour même le NLP et le GPT, c'est seulement le décodeur qui est utilisé parce que ce décodeur-là permet de voir ce qui est en arrière et de faire la prédiction du next token. Nous aussi,
de faire que de prendre les informations du passé et de faire la prédiction de ce qui va venir. Et l'idée, c'est vraiment que si le modèle arrive à prédire bien pour chaque point de Kër Ndiaye Lo, si tu nous donnes les informations du mois passé, il arrive à dire avec des erreurs, avec une bonne précision, quelles sont les valeurs qui vont venir demain à Kër Ndiaye Lo. Donc, ça veut dire que le modèle a compris les signaux de Sentinelle-2, les signaux de cette image de sécurité. Donc, ça veut dire que le modèle a compris comment le Sentinelle-2 évolue. Et s'il le comprend, là, c'est plus facile de faire des tasks spécifiques. Je ne sais pas si vous voyez un peu, mais c'est un peu l'intuition, quoi. Et c'est comme si dans le NLP, vous dites que si le modèle arrive à prédire bien les mots qui vont venir, ça veut dire que le modèle a compris le langage. Ça veut dire que le modèle a compris ce qui se passe. Ça veut dire que le modèle a compris les ponctuations. Ça veut dire que le modèle a compris le ton. Ça veut même dire que le modèle a compris les synonymes. Et tout ça, quoi. Et parce que s'il ne comprend pas, il ne peut pas faire ça. Donc, c'est vraiment lié, quoi. S'il ne comprend pas ça, il ne peut pas atteindre l'objectif de prédire bien à chaque fois les next tokens. Et d'où la puissance maintenant des IA qu'on a, comme ChatGPT, comme Gemini, comme Claude. Et maintenant, ici, bon, on va venir sur quoi on a beaucoup travaillé, quoi. C'est vraiment comment on peut représenter les informations des images satellitaires comme des tokens, comme des phrases, pour que ça rentre dans le pipeline de GPT, pour que ça puisse faire du next token prediction. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est que on va prendre les rows, ce qu'on appelle les rows. Ça, c'est les bandes des informations sur plusieurs temps. Par exemple, pour chaque 5 jours, 6 jours, tu as une information de Sentinelle-2. Donc, tu peux l'avoir beaucoup de fois dans l'année. Tu as aussi, mais pour chaque information, tu as toutes les bandes. Tu as, comme je vous disais, ce n'est pas seulement RGB. Ici, vous avez NIR, SWIR, vous avez d'autres bandes. Presque 12 bandes pour Sentinelle-2. Et pour Sentinelle, tu peux avoir 2 bandes ou 3 bandes, dépendant de là où tu es. Donc, et là, l'idée, c'est comment mieux représenter ces informations-là pour entraîner un modèle et montrer que ce modèle-là, comment on l'entraîne, marche, quoi. Et ici, que le résultat, il faut faire de la linéaire projection. Donc, vraiment, linéaire projection, c'est un peu, tu as les informations là, les bandes, tu fais une projection linéaire pour sortir le vecteur, quoi, le vecteur embedding. Et c'est cette linéaire projection aussi, le modèle entraîne pour voir quelle est la manière la plus optimale de projeter cette information-là pour que le modèle, le décodeur le prenne et que le décodeur atteigne son objectif. Maintenant, le résultat, c'est que la machine maintenant, elle traite les images satellitaires, ces time series-là, des informations satellitaires, exactement comme les mots dans une phrase, comme un modèle de langage, exactement. Et maintenant, c'est ça un peu qui est cool, c'est de passer maintenant, regardez, on est allé des images satellitaires, on est revenu maintenant du langage. Et là, juste, c'est une manière, c'est juste en changeant la représentation, juste en voyant d'une manière différente les images satellitaires. C'est pourquoi un peu dans tous les domaines qu'on est, dans tout domaine qu'on soit, il ne faut pas rester dans un box et réfléchir exactement comme ce que tout le monde fait dans ce domaine-là. Il faut sortir de ce box-là et utiliser les autres bagages pour voir comment on peut
comment on peut se passer de cette sortie de ce domaine-là et amener d'autres domaines pour avoir plus de résultats. Maintenant, ici, un peu c'est un peu le mental, la simulation mentale. C'est que, en fait, si par exemple, et l'importance de ces modèles, et pourquoi j'aime beaucoup les modèles de transformation, c'est le mécanisme d'attention. Et ce mécanisme d'attention-là, qui n'est d'autre que des multiplications matricielles, avec des poids bien sûr. Si tu lui donnes maintenant des informations satellitaires, par exemple, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, il faut savoir que les images satellitaires, on a des buts, sont des nuages. Par exemple, au Sénégal, il y a beaucoup de nuages durant l'hivernage. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup plus de nuages. Aussi, il y a les images satellitaires, il y a des bruits dedans. Et vous voyez dans les audios aussi, dans tous les signaux que vous avez, dans toutes les séries temporelles, dans tous les domaines, il peut y avoir des bruits. Maintenant, c'est pourquoi des fois les gens font du smooth, c'est-à-dire font du lissage des données, ou font du gap filling, c'est-à-dire que le gap filling, ils vont prendre maintenant l'avant et après et faire la moyenne et faire du gap filling et supprimer cette gap-là, ce bruit-là et mettre ça. Maintenant, avec ces types de modèles de transformation-là, ce que fait le modèle, c'est qu'il ignore les clouds, les nuages. Parce qu'il sait, quand il a beaucoup de séquences avec les mécanismes d'attention, il sait sur quelle date et sur quel type d'information on doit plus se baser. Par exemple, je vous donne un exemple. J'aime beaucoup donner des analyses. C'est-à-dire que quand vous avez une phrase le ou la, et il y a par exemple le sujet qui vient, le modèle, il va plus se concentrer sur le sujet que sur le là. Parce que ces sujets-là ont beaucoup plus d'informations. Donc, et ça, pourquoi ça le fait? Ça sont les mécanismes d'attention qui permettent, quand tu as beaucoup de phrases, beaucoup d'informations, le modèle va maintenant savoir à la longue, en français ou en anglais, sur quel mot, sur quelle expression, sur quelles informations je dois mieux me concentrer pour permettre de satisfaire à mon objectif d'entraînement. C'est pourquoi quand vous parlez à ChatGPT maintenant, vous pouvez faire des erreurs, mais ChatGPT va te donner exactement ce que tu veux. Parce que ChatGPT sait exactement sur quelle information se concentrer pour te donner ce que tu veux et quels sont les bruits à éviter, à supprimer. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait? Exactement comme la partie LLM, comme ChatGPT a fait, c'est du Next Token Prediction. Ici, on a fait un peu on a ajouté quelque chose. Des fois, on a fait du masked modeling, c'est-à-dire le masked modeling, c'est que ce que tu fais, c'est que tu as une partie de là que tu masques et que tu laisses le modèle de retrouver cette partie-là. Donc, elle là, mais on s'est plus concentré sur la partie Next Token Prediction, la prédiction des tokens qui vont venir, la prédiction des dates qui vont venir, et ça, le modèle va avoir dans les informations dans le passé de T0 à Tn et va prédire le Tn plus 1. Et maintenant, on a... L'enregistrement est en cours. Oui. On sait... Allô? Oui. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Allô? Tu peux continuer? Oui. Ok. D'accord. Et là, et là, quand vous entraînez, on sait qu'est-ce qui avait à Tn plus 1, on a les données là, on compare. Si le modèle prédit bien, on dit que tu as bien fait. Si le modèle n'a pas prédit, on dit que tu n'as pas bien fait. Ton taux d'erreur est très grand, il faut diminuer ce taux d'erreur là et le modèle va faire, comme vous connaissez, vous êtes des experts en IA, le modèle va faire de l'optimisation avec la propagation pour pouvoir faire avoir une erreur beaucoup plus moindre. Maintenant, je vous avais dit ça. Donc, ici, le modèle va apprendre à ignorer les bruits.
pour minimiser sa production. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est que l'idée, c'est, par exemple, quand tu as un objectif dans les boîtes, dans les entreprises, vous avez plusieurs choses à faire. Des fois, on te dit qu'il faut faire des crop mapping. Des fois, il faut faire, quand je parle de crop mapping, c'est la cartographie des cultures. Des fois, on te dit que non, il faut faire de la flood detection, c'est-à-dire la détection des inondations. Des fois, il faut avoir la quantité d'air. Il faut, bon, pas, excusez-moi, des fois, il faut faire la prédiction d'huile. Maintenant, l'idée, c'est comment avoir un seul modèle d'architecture, c'est-à-dire un seul modèle GPT, et une manière de représenter les données qui peut te permettre d'entraîner tout type de tâches qu'on te donne sur les images de satellitaires. Maintenant, pour, bon, les idées seulement, ça valent que lorsqu'on passe à l'action. Donc, après toute cette théorie-là, pour passer à l'action, on a voulu utiliser une donnée, parce que oui, c'était indépendant, donc on n'a pas assez de modèles de machines de calcul. Donc, il fallait avec nos ressources modestes, qu'on prend un dataset qui s'appelle PASTIS-R, qui est de 50 gigas. Et avec ce dataset-là qui est intéressant, qui a Sentinel-1, qui a Sentinel-2, mais 2018 à 2020, 2022, je pense. Et ce PASTIS-R-là est multitemporel. Aussi, pourquoi on l'a utilisé? Les gens l'utilisent beaucoup. Donc, il y a le PASTIS-R est dans les benchmarks. Donc, on peut utiliser ça pour comparer notre technique-là et ce que les gens font. Quel est l'impact? Est-ce qu'on va mieux, qu'on a mieux, ou est-ce qu'on est très loin pour voir est-ce que notre idée va marcher sur le long terme ou pas? Maintenant, je veux juste revenir sur, excusez-moi, je veux juste vous montrer avant d'aller OK, vous voyez mon écran, le papier. Allô? Oui, OK, d'accord. Maintenant, vous voyez, et je voulais vous montrer un peu comment on a mis les tokens, quoi, juste si c'est plus clair ici. Et là, vous savez maintenant, si on veut mettre en place les tokens, dans le LLM, il y a ce qu'on appelle, il faut que dire que le token commence ici, mais le token end ici, quoi. C'est ça le end of token, quoi. Il faut que le modèle sache que ça a commencé ici, mais ça a terminé ici. Maintenant, ce qu'on fait, c'est juste, on a des end of seconds. On dit maintenant qu'on encode ça, quoi. Puis encode ça pour dire que ici, quand tu vois ça, le modèle, tu as de l'anglais, par exemple. C'est de l'anglais, du français. Quand tu vois ça ici, c'est de Sentinel-2, sont les bandes de Sentinel-2. Et quand tu vois Sentinel S1, tu as les images, les informations de Sentinel-1. Maintenant, ce qu'on fait, si maintenant on a une information PASTIS-R à Sentinel-1 et Sentinel-2, et il te dit que c'est ça le crop. Le crop, c'est ça, c'est la plante, c'est ça. Est-ce que c'est maïs ou c'est pas maïs? Maintenant, on dit au modèle que ici, c'est ici que si on veut vraiment faire Sentinel-2, on dit que le modèle, c'est ici Sentinel-2, ça commence. On range les bandes avec un ordre. On le termine et on dit que ici, c'est ça le crop. Et ici, c'est la séquence, c'est ici que ça se termine. Et on fait pareil si on veut mettre aussi Sentinel-2 et Sentinel-1. Je vous avais parlé aussi tout à l'heure du matching, c'est-à-dire de dire est-ce que Sentinel-2, quelle séquence de Sentinel est égale à une séquence de Sentinel-1? Parce que l'info, c'est quoi? C'est qu'au seul point, on a des informations différentes, le capteur différent, mais il parle de la réalité. L'un parle un autre langage, l'autre parle un autre langage. Et comment on décode ça? Donc, avec ce système aussi, tu peux maintenant
faire du matching, c'est-à-dire que du matching pour montrer que si tu as une séquence de Sentinelle-2, quelle est la séquence de Sentinelle L1 correspondant? Et ça, ce qui le prouve que c'est possible, c'est que il y a une grande entreprise, World Cereal, donc, et cette entreprise-là, elle a fait du gap filling, mais avec Sentinel-1. C'est-à-dire que le gap filling, c'est qu'il sait que cette entreprise-là sait que ces chercheurs savent que dans certains pays, il y a beaucoup de nuages. Des fois, tu n'as pas tu ne peux pas calculer le NDVI. Le NDVI, c'est un indice qui est très intéressant, mais des fois, tu ne peux pas le faire. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris beaucoup d'NDVI et qu'avec ces NDVI-là, ils ont matché ça avec les informations de Sentinel-1. De ce fait, maintenant, quand tu n'as pas NDVI, tu peux utiliser Sentinel-1 pour déduire le NDVI. Et ils l'ont fait avec une précision, vraiment, avec une précision qui est top, qui est utilisable dans les produits de remotion. Maintenant, ici, ce qui est cool avec cette représentation-là, c'est que cette représentation-là, tu peux faire, après, je vous passer le GitHub pour que vous puissiez voir comment on a codé ça sur cette partie-là. Tu peux même ajouter de la longitude ou latitude. C'est tellement flexible, tu peux faire tout ce que tu veux pour atteindre ton objectif. Et là, et le modèle va comprendre ça. Avec le bon objectif, le modèle va arriver à prédire la classe. Maintenant, c'était ça que je voulais vous montrer sur cette partie-là, pour que vous voyez un peu comment on agence les séquences et comment on s'est inspiré de la partie LLM, de comment on a agencé les tokens pour pouvoir entraîner notre modèle. Passer des images satellitaires au langage, au modèle de langage. Là, je vais continuer ici. OK. C'est bon. Maintenant, ça, c'était les tokens, pour que vous voyez. Maintenant, il faut savoir que il y a des modèles de fondation, certaines personnes, comme certains chercheurs, ont essayé d'utiliser un peu les modèles de transformers. Mais comme je vais prendre le cas de Presto, qui est un modèle très intéressant, qui est très top, et ce modèle-là a fait d'excellentes choses sur cette partie time series-là, mais au lieu d'entraîner sur le Next Token Prediction, ce modèle de fondation-là a entraîné sur le mask modeling. Le mask modeling, c'est une manière d'entraîner. Et ça, tu masques certaines parties à l'intérieur de la phrase ou bien à l'intérieur de la séquence pour que le modèle puisse retrouver qu'est-ce que tu as masqué. Et si le modèle arrive à retrouver qu'est-ce que tu as masqué d'une manière bien, ça veut dire que le modèle a compris toute la séquence. Maintenant, ici, il faut comprendre que nous, on est allé sur le pixel level. Nous, on est allé sur le pixel level, donc on n'a pas pris la partie spatiale. Vous savez qu'on parle d'image satellitaire. C'est quand tu as une image, tu as une information spatiale. Quand tu as une image plus de la temporalité, tu as un spatio-temporel. Quand tu as une image naturelle, une photo de moi, c'est une image. Quand tu as une vidéo de moi, c'est spatio-temporel. Il y a l'image, mais aussi il y a le temps, il y a ces séquences-là. Maintenant, ici, on a comparé avec les fouilles spatiales. Les spatiales, nous, pour ce papier-là, oui, vous allez me dire que non, on n'a pas pris spatial, on a seulement utilisé les pixels. Oui, c'est une des limites de ce papier, et je vais revenir sur ça. Mais on a comparé nos résultats sur ce pastis-là avec les gens, ce qu'ils font comme du spatial. Ils n'ont pas mis comme nous, ce qu'on a fait, utiliser notre technique de GPT. Et nous, vous voyez que ici, par exemple, le meilleur modèle, c'est UTAO. Et il a utilisé Sentinel-1 et Sentinel-2, et il a fait du spatial. Et nous, notre meilleur modèle a fait 81.4 de overall accuracy. Et lui, il a fait 84.2. Avec un modèle qui est beaucoup plus, qui est trois fois plus grand que nous, mais avec seulement 3%
d'accuracy que le plus. Donc, nous, par exemple, si on allait augmenter la puissance de ce modèle-là, donc on pourrait se rapprocher. Mais pour ce papier-là qu'on a fait, on n'a pas encore eu plus de résultats sur la partie fully spatiale. Donc, ceux qui ont utilisé spatial. Donc, nous, après, c'est pourquoi nous, on veut intégrer la partie spatiale. Et pourquoi la partie spatiale est importante, c'est que quand tu as, par exemple, dans le champ, les contours des champs sont importants, mais aussi comment tu as les réflectances dans un groupe de pixels d'arachide est importante. Et ça a plus de différence pour un groupe de pixels que de maïs. Donc, c'est pourquoi aussi dans la partie remote sensing, on a ça. Mais on a ici une comparaison aussi avec les modèles de fondation. Ces modèles de fondation-là, je disais que c'est comme GPT. C'est les modèles de fondation, des modèles qu'on n'entraîne pas pour un but précis, pour une tâche précise. On l'entraîne avec du mask modeling, avec du contrastive learning, c'est-à-dire on donne deux images et on donne une image et on dit au modèle de reconstruire toute l'image et de faire la comparaison. Mais là, c'est ça qui est intéressant. Et là, sur ces modèles qui sont très bien entraînés et qui sont très grands, notre modèle, quand on combine l'optique et le SAR et du spatial metadata, on a plus de... Quand tu mets du spatial metadata, c'est ajouter la longitude, latitude, on a une accuracy de 60. On a un MAOU de 60.91 qui est plus grand que ce qu'ils ont fait. Avec TerraMine, il a eu 43. Donc, notre modèle, même avec l'optical plus ça, a plus de résultats dans Pastis qu'avec cette technique qu'on a eu à faire. Et ça, c'était pour montrer que vraiment, cette technique-là qu'on avait marche. Et ça, on l'a fait avec le crop mapping. Et ça, un exemple, c'est la cartographie des cultures. Un exemple, c'est un peu ce que notre modèle a prédit. Ici, vous voyez que ici, c'est à gauche, que les gens qui ont publié ce dataset-là, ils ont labellisé ça. À gauche, vous avez les informations grandes trouves, c'est rare. Et à droite, vous avez ce que notre modèle a prédit. Et ça, sur cette prédiction-là, vous voyez que nos modèles, en entraînant ça avec notre technique, cette technique-là, le modèle arrive à détecter les cultures. Par exemple, ici, dans cette partie orange-là, vous voyez qu'il a détecté pour soft winter wet du maïs. Donc, ici, il l'a sorti ici. Vous voyez ici, dans la partie vert-là, ici, notre modèle arrive à le faire, mais aussi avec des erreurs. Donc, on a des erreurs et ce qu'on a, notre overall accuracy là, ça permet de faire ça 87,2 sur cette image. Et maintenant, avec seulement la technique dont je vous ai dit, d'imiter les LLM, le modèle arrive à faire du crop classification, c'est-à-dire que de dire que est-ce que ici c'est le maïs, est-ce que c'est l'arachide. Et ça a prouvé que notre modèle, notre manière de représenter les images de satellitaires est une manière qui est valable et qui peut donner des résultats. Donc, aussi, pour cette partie, il y a aussi, il faut voir que la puissance de cette déco, c'est un peu avec le mécanisme d'attention, avec le transformant, qui, lorsqu'il est très très bien entraîné, va faire abstraction des bruits, va faire abstraction aussi des nuages pour atteindre son objectif, pour faire le crop classification. Maintenant, effectivement, quand on prend seulement, pourquoi ça marche? Parce que quand on prend seulement une dimension, quand on compare seulement time et space, time est supérieur à espace. Temps est supérieur à espace. Par exemple, une image seulement est moins informative qu'un point, mais dans le temps. Mais il faut savoir que time plus espace est plus important. Je ne sais pas si vous voyez, je ne veux pas qu'on fasse l'amalgame. Mais si tu fais time plus espace,
tu as beaucoup d'informations, mais si tu as à choisir temps et superespace, pourquoi dans le milieu de l'agriculture? Parce que dans le milieu de l'agriculture, quand est beaucoup plus important que le où. Par exemple, quand tu as une culture qui est à Kaolack, mais le plus important, ce n'est pas d'avoir une image à la fin de la saison ou au milieu de la saison. Le plus important, c'est d'avoir un point qui te dit durant toute la saison quelle était l'évolution des plantes. Et c'est sur cette information-là que tu vas arriver à mieux savoir c'est quelle culture, tu vas mieux savoir quelle information se tirer. Et c'est pourquoi même avant, les modèles de classification de culture utilisaient une seule image, mais maintenant, personne n'utilise une seule image. Les gens font des spatio-temporels pour avoir beaucoup plus d'informations et intégrer les modèles de transformation. Maintenant, ici, c'est ça qui est important, c'est la partie compression. C'est cette compression-là qui est très vraie dans la partie LLM. C'est pourquoi cette compression-là a permis même aux gens d'avoir mieux aux gens d'avoir beaucoup plus confiance au LLM, c'est que le LLM, avec cette capacité de compression, il commence à comprendre certains physiques des données. Par exemple, je vous donne par exemple, on a un peu comme vous voyez que les modèles de génération de vidéos maintenant, ou d'images, maintenant que les gens ont compris qu'en seulement entraînant ça sur des next token prediction, pourtant maintenant tu arrives à générer des vidéos très réalistes. Seulement en entraînant sur des vidéos sur YouTube, Google a pu générer des images très réalistes. Par exemple, des images où tu verses de l'eau et que la physique est très respectée, l'eau verse comme réel, ça c'est de la physique. Pourtant, le modèle a compris ça avec cette compression. Et l'idée, c'est que si nous, on n'a pas entraîné le modèle sur de très grandes données, parce qu'on n'a pas la puissance de calcul pour le moment, mais si tu arrives à le faire d'une manière très gigantesque, le modèle peut te sortir des behaviors, des comportements que tu ne pouvais pas imaginer. C'est-à-dire, c'est un peu ça la partie de la partie la partie compression. Maintenant, c'est nous ce qu'on implication, cette implication c'est-à-dire que tu ne peux pas tu t'intéresses seulement sur la représentation des données et sur les modèles de fondation, on a beaucoup de modèles de fondation. Mais ici, ce qu'on voulait faire, c'est montrer qu'on peut avoir un GPT-3 moment, c'est quand ChatGPT est sorti pour les satellites data, si on a beaucoup de ressources. Maintenant, imaginez ici, quand tu arrives à mettre ces tokens que vous avez mis, mais tu peux facilement aussi mettre du texte dedans. Tu peux faire du prompting. En ce moment-là, on est en train de travailler sur une version plus poussée qui va faire du reasoning, c'est-à-dire comment tu peux raisonner avec les images satellitaires comme ce que ChatGPT a fait pour pouvoir avoir beaucoup plus d'informations. Et ça, c'est quelque chose que, comme on dit, il faut coder. Code avec le Gemini Code, on peut faire un chat qui peut dire que dis-moi quel est le crop qui est ici, quel est le crop qui est ici, depuis quand on a fait la récolte, etc. Et toutes ces informations-là permettra d'avancer la recherche sur la partie observation. Maintenant, effectivement, oui, vous allez me dire que vous n'avez pas pris la partie spatiale. Oui, parce que nous, on s'est concentré sur la partie série temporelle pour le premier moment pour voir est-ce que ça marche. Et puis, effectivement, espace, c'est intéressant. Il ne faut pas toujours aller sur time series, tu peux faire le spatio-temporel parce que quand tu les voisinages, les textures, tout ça, c'est très important. Et ça, c'est seulement le spatial qui peut te donner ça. Et oui,
aussi, on est en train de voir comment mettre la partie spatiale token, c'est-à-dire comment mettre les informations spatiales dedans. Parce que vous voyez maintenant que Google a sorti des tokens. Tu as, excusez-moi, pas des tokens, mais des embeddings sur les images de satellitaires. Tu as une image, un polygone, tu donnes, il se donne l'embedding, il se donne. Et cet embedding-là stocke les informations spatiales. Tu peux les utiliser aussi ou une autre manière ou aussi, on est en train de voir aussi une autre manière d'intégrer la partie spatiale. Donc, ici, et nous, ce qui est intéressant, c'est que l'architecture, si on veut mettre du spatial autre chose, l'architecture ne va pas changer, c'est juste la séquence qu'on va agrandir. Maintenant, bon, je suis à la fin de ma présentation et c'est nous, il faut savoir que l'idée qu'on veut développer, c'est juste qu'il faut se concentrer sur la représentation des informations. C'est intéressant parce que chaque domaine, des gens amènent des biais pour représenter les informations qu'ils ont. Mais on croit qu'il y a une représentation unifiée qui est tellement vraie que l'architecture va être très simple. On parle même plus d'architecture, on parle de la représentation. Et maintenant, si tu as la bonne représentation, ton modèle va marcher. Et CIPDECO a montré que cette version-là, cette représentation-là est possible et a permis de faire de la crop classification et d'une manière très simple. À ce moment-là, on veut vraiment entraîner un modèle de fondation, mais pour ça, il faut de la ressource et on est en train de voir comment gérer cette partie-là. C'était tout pour cette présentation. Merci. Donc, des questions? Yes, so just alors, juste avant de donner la parole, j'aimerais introduire mon co-auteur Samuel Barrett. Donc, il est là, donc je vais lui laisser parler un peu de son intuition aussi, l'intuition de ce papier. Yes, il va parler en anglais, donc excusez-nous un peu, donc il va juste parler un peu brièvement. Yes, hi Samuel, you are hearing me? Hi, yes. Well done with the Samuel, presentation. how are you? Unfortunately, I don't speak French, so I couldn't follow much, but yeah, well done. Yes, so yes, so I think you can go in English and give some talk. Some people in the meet speak English here. Yeah, sure. You can just give an overview. I'm happy to answer any questions. I don't have anything particular to add, but yeah. Yeah, cool, great. So if you have a question in English, you can speak in English. So Samuel can answer. Ou bien en français aussi, je peux répondre. Merci. Sophie, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup Doko pour cette brillante présentation. On a une question dans le chat. Quelles sont les ressources en termes de GPU que vous avez utilisées pour vos expérimentations? I think I understand that one enough to answer. I'm assuming that means what GPU resources did we use for the experiments? Yeah, so I almost all of it was done on my local gaming computer, so just with a commercial graphics card. For scaling up this to kind of a real foundation model or larger data sets and things, it would definitely need some more serious computational resources, but at least at a modest scale for this one experiment, it's with a modest graphics card, it's not prohibitive to train and to use. Yeah, great. C'est clair, Rimka? C'est clair? Yeah, great. Oui, Ahmed.
Ahmad. Bonjour. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend parfaitement. Oui, merci beaucoup, M. Sow, pour votre brillante présentation et ce beau papier que vous avez réalisé. Et voilà, j'avais juste une question concernant le niveau de précision de la prédiction, vu que on connaît ces dernières années des phénomènes qui sont vraiment très rares sur les aspects avec les changements, avec le changement climatique que le monde a connu depuis ces dernières années. Donc, je me demandais quel est le niveau de précision aussi pour la prédiction concernant ces phénomènes qui sont notés, peut-être qui sont à je veux dire, qui sont bien connus, quoi, qui sont bien connus. Ce sont des phénomènes rares, quoi. Je peux m'exprimer ainsi. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, vous parlez du fait que quel est dans l'état de l'art les précisions sur les phénomènes qui sont rares. Donc, si vous parlez des phénomènes climatiques, bien. Ok. Donc là, à ce moment-là, sur ces phénomènes climatiques-là, donc c'est aussi c'est aussi des zones, c'est aussi des domaines sur lesquels ce papier-là travaille sur la partie climatique, mais aussi, en ce moment-là, il y a des modèles de fondation qui travaillent sur ça, et que les gens, en ce moment-là, ont des précisions très remarquables. Par exemple, je peux donner un exemple de Google, avec le modèle GraphCast, qui arrive à prédire que des tornades 9 jours avant, ou 9 ou 6, 7 jours avant. Donc, et là, maintenant, ils le prédisent avec des accuracies très grandes. Je n'ai pas en tête leur taux de précision, mais les accuracies maintenant sont très avancées et que les gens maintenant, ce qu'on appelle, c'est en anglais les extreme weather forecast, c'est-à-dire la prévision des événements rares, et que ça, c'est très avancé en ce moment-là, que les gens y travaillent et que maintenant, l'accuracy est très grande. Et les gens maintenant, ils ont maintenant des modèles de fondation et que, par exemple, tu as IBM qui travaille, Google qui travaille, et ça, et NVIDIA qui travaille pour pouvoir détecter ces événements rares-là avec des précisions très bonnes. Mais le climat est très complexe, donc avec le changement climatique, donc les gens essayent d'améliorer de temps en temps. J'espère que j'ai bien répondu. Ok. Oui, pas mal. Oui, merci beaucoup, M. Sow. Merci beaucoup pour la belle présentation. Bon, j'ai un peu raté le début et j'espère vraiment que la séance est enregistrée. En fait, j'avais une question concernant la partie de modélisation avec la modélisation masquée modeling. Donc, vous avez un peu parlé de ça. Je suis un peu curieux de savoir comment est-ce que ça marche. Genre, vous masquez une partie de l'image et le modèle apprend à régénérer certains pixels, ou bien c'est le fait de, avec les séquences temporelles, de carrément générer une image entière. Donc, je suis un peu curieux. J'avais aussi... Oui, ou bien je vous laisse répondre, peut-être. Non, vous deux questions. Vous pouvez poser les deux. Ok, merci. Aussi, vous aviez dit que l'aspect temps est plus important que l'aspect espace. Donc, par exemple, moi, je travaille sur actuellement sur du downscaling spatial pour un peu corriger les biais qu'on a sur, comment dirais-je, pour un peu résoudre la qualité de résolution qu'on a sur certaines observations satellitaires. Donc, quand vous me dites que le temps est plus important, donc j'aimerais savoir qu'en est-il des biais ou bien de la qualité de résolution? Ok. Merci beaucoup. Yeah. Intéressant. Je vais commencer par la première question. Donc, le mask modeling. Le mask modeling, c'est une manière d'entraîner qui est
qui est très intéressante. Tu peux le voir sur les images. Par exemple, comme le nom l'indique, le masque, tu masques quelques parties de l'image. Par exemple, si y a la personne, tu peux masquer le visage. Tu masques la main, le visage, et que tu entraînes le modèle pour que le modèle puisse retrouver le bon visage et les bons mains, par exemple. Voilà. Et que si le modèle arrive à bien le faire, donc le modèle comprend la structure que de l'image. Mais sur les time series, sur les séries temporelles, ici, on n'a pas d'image, on a des séquences d'informations. Et ces séquences-là, par exemple, si tu as par exemple une séquence de 1, 2, 3, 4, tu peux masquer le 2 et le 3. Tu laisses 1, 4 et que tu laisses le modèle retrouver le 2 et le 3. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait le time series. Ici, qu'on fait le mask modeling dans cette partie-là. Tu caches certaines parties. Par exemple, certaines parties de la séquence et que tu laisses le modèle le retrouver. C'est le même concept sur les images aussi. Je ne sais pas si c'est clair cette partie-là. Oui, c'est très clair. Oui, c'est très clair. Ok, maintenant, revenons sur la partie de l'aspect temps. Bon, je n'ai pas dit l'aspect temps est toujours important à l'espace. J'ai dit que sur la partie agriculture, par exemple, si tu veux connaître un peu, parce que même par exemple, si tu fais du downscaling, ce qui est important, par exemple, que la résolution des fois c'est problématique, donc si tu peux faire du downscaling, c'est important. Ce downscaling-là, tu peux l'utiliser comme time series aussi. Par exemple, si tu as 4 images temporelles, tu peux faire du downscaling sur toutes ces images-là et utiliser le time series pour chaque point. Mais ce que je disais, c'est pas que toujours le temps est beaucoup plus important que l'espace. J'ai dit que dans la partie agriculture, si tu as seulement le temps et l'espace, choisir le temps peut te permettre de mieux avoir la structure, la phénologie du crop. Et que, par exemple, toi, ce que tu fais, ce n'est pas quelque chose qui est seulement espace, mais tu peux le faire aussi dans le temps. Tu peux avoir une série d'images, tu fais le downscaling, et maintenant tu peux utiliser le time series, ou bien tu peux faire du spatio-temporel. Je ne sais pas si tu vois. Mais je ne voulais pas dire que le temps est toujours supérieur à l'espace. Oui, c'est très bien compris. Merci beaucoup encore. Merci. Merci. Oui, Clément. Bonsoir tout le monde. Merci particulièrement à M. Dokuso et Samuel. Il y a une partie là que je n'avais pas bien saisie sur l'encodeur. Vous avez dit que vous avez enlevé l'encodeur. J'aimerais savoir, sans l'encodeur, comment votre modèle parvient à injecter les informations visuelles dans les décodeurs. Bon, ok, d'accord. Je vais revenir un peu ici. Vous voyez mon écran? Oui. Ici, ça, c'est... Vous voyez ici cette partie-là. Ça, c'est l'encodeur. Ça, c'est le décodeur. Mais par exemple, dans la partie GPD, on utilise seulement le décodeur. Parce qu'il faut savoir que l'encodeur et le décodeur, chaque information a des... Chaque bloc a des entrées, quoi. Oui. Donc ici, tu utilises seulement le décodeur. Et le décodeur, tu peux y mettre il a des entrées et que tu peux prendre ces entrées-là directement, indépendamment de l'encodeur et faire de la linear projection et lui donner à ce modèle décodeur. C'est deux choses qu'on peut réellement séparer. Et ça, il n'y a pas de visuel, c'est plus des séquences de mots, des séquences de données qu'on lui donne, qu'on fait de la projection linéaire et on donne au modèle, au décodeur pour que ça prédise le next token. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bien. Merci, Clément. Mam Diawa, oui. Il y a Mam Diawa. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup Doko pour ta présentation. Vraiment, c'était clair et intéressant. Bon, moi, et félicitations aussi pour ce papier qui est très intéressant.
Moi, je m'appelle Mamdiara Diouf, je suis doctorante à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je travaille sur l'explicabilité des modèles de machine learning et de deep learning pour la prédiction et la cartographie des stocks de carbone organique du sol. Donc, j'utilise beaucoup les images satellitaires comme Sentinel Landsat et Sentinel-1 pour faire la prédiction des stocks de carbone. Mais ici, on a, ce que je suis en train de travailler, c'est sur des tâches de régression. C'est pas si déco-là va intégrer peut-être dans le futur des tâches de régression, parce que si j'ai bien compris, ça intègre pour le moment seulement des tâches de classification et de cartographie de culture, quoi. Maintenant aussi, l'intégration des informations spatiales, aussi, ça serait très intéressant. Et aussi, je travaille aussi sur un projet actuellement de cartographie des cultures au niveau du bassin arachidier au Sénégal. Et c'est justement l'arachide et le mil. Maintenant, et les données que vous avez utilisées, je voudrais savoir, c'est des données, je pense que c'est des données de la France, je ne sais pas. Maintenant, si on voulait l'utiliser ici dans notre contexte local, quelles sont les suggestions? Voilà. Merci. Ok. D'accord. Ok, intéressant. Oui, sur la partie régression-là, pour ce modèle-là, ce qu'on a testé, c'est la partie crop classification. Mais à ce moment-là, on a un postulat que ça va marcher pour la partie régression. Mais pour le moment, on est en train de travailler sur cette partie régression, sur la partie même régression. Donc, on n'a pas encore terminé cette partie-là. Donc, et c'est quelque chose aussi qui suffirait de changer un peu la partie, de changer et la partie, le loss function, la partie perte, comment tu le calcules, tu peux le faire, au lieu de faire du crop classification, maintenant ça va être de la régression. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est juste, on n'a pas encore un exemple sur ça, mais c'est ça sur lequel on travaille pour pouvoir mettre un exemple sur ça. Mais juste la partie token qui est crop et le loss, tu peux le changer, et la partie calcul de perte, tu peux le changer pour que ça soit maintenant de la régression sur cette partie-là. Oui, effectivement, pour le pastis R, donc là, ça va, c'est des données de France. Donc, ce que tu peux faire, et ce qu'on a monté dans le papier, c'est que tu peux faire du fine-tuning, quoi. Tu peux avoir le modèle qui est entraîné en France, mais ça ne veut pas dire que ça va être top au Sénégal. Il faut avoir des données au Sénégal pour faire ce transfert learning-là. Donc, ça, c'est une partie intéressante. Mais pour le moment, c'est sur Pastis R. Et ce sont des données qui sont open, que tout le monde peut télécharger. Mais pour le mettre au Sénégal, il faut avoir des données, peu de données, ou beaucoup de données, et faire du fine-tuning sur ça, pour faire les transferts, quoi. Ok, merci beaucoup. Et le GitHub, c'est disponible bien? Oui, c'est disponible, c'est public le GitHub, donc je vais vous envoyer ça. Je vais vous envoyer ça sur cette partie GitHub-là. Donc, so I don't know, can you talk about the regression part, Samuel, the regression part? So, sorry, the which part? The regression part, and the factors that we can do transfer learning on Senegal data. Can you talk about it? Yeah, sure. So, I don't know what context you already explained, but the idea is that we should be able to teach the model what different crops look like using data from various regions, but then be able to do self-supervised learning within a target region, and that it should be able to maintain its understanding of different kinds of crops, and hopefully maybe with just a few local samples in Senegal be able to do a pretty good job, because it's seen a lot of crop labels before in other contexts, and it's seen a lot of just satellite data for self-supervised learning in Senegal. Does that answer the question? Yeah, clear. It's clear. Thank you. Yes, thank you, Samir. Did I understand correctly that you're a researcher in explainable AI for remote sensing and carbon?
Yeah, I work on that. I work on the explainable AI to predict soil organic carbon, like that in the agriculture region in Senegal. Okay, So, that's I work on. Yeah, I use Sentinel-2, Landsat. I use also time series satellite images. What we use is we try to model the relationship between the soil organic carbon and the environmental covariable. Yeah, it's a regression task. I am very happy to see all these transformer and decoder like foundation model in the observation. Like, yes, I am very happy to discover your work. Thank you. Thank you so much. I'd be very happy to have a follow-up sometime about the details of what you're working on, because I find it very interesting. And yeah, so feel free to reach out on LinkedIn or via Doco. Okay, thank you. Yes, good. So yeah, another question. Oui, vas-y, Yaya. J'aimerais savoir une chose. Est-ce que le modèle, il est open source ou bien? Oui, tout est open. Et en ce moment-là, on a fini le GitHub public, donc on va vous partager ça. Yeah, ok, d'accord. Merci. So for pour Hamdiara ou les autres, voici le GitHub, voici le LinkedIn de Samuel. Vous pouvez l'acheter là-bas et discuter. Yeah, thank you, Shah, mon ami. Est-ce qu'on peut avoir aussi le lien du GitHub? Ok, If I understand right, the GitHub repo isn't public yet. We need to tidy it up a bit, and we will make it public as soon as we can. Ok, d'accord. Donc là, après, on va vous envoyer ça. Donc il faut qu'on termine certaines parties. Ok, d'accord. Donc, Sophie, je vais t'envoyer ça dès qu'on pour certaines parties. D'accord. Après, on va partager ça dans la communauté. Il y a Charles qui a posé une question dans le chat. Bon, Charles dit quels sont les plus grands challenges en agriculture au Sénégal, en Afrique, actuellement que l'IA doit et peut apporter quelque chose. Bon, moi je pense que les plus grands challenges, c'est le rendement, la détection des surfaces emblavées. Une première part, c'est la détection des surfaces emblavées, qui est tellement importante parce que ça, c'est un peu du food security. C'est vraiment pour permettre de savoir. Par exemple, à Tolbi, nous, on a travaillé avec Sonacos pour la détection des cartographiques de culture, mais aussi le rendement. Mais le plus grand challenge, ce sont les données. Donc, il faut avoir beaucoup de données. En Afrique, au Sénégal, il n'y a pas les données. Donc, par exemple, à Tolbi, on investit beaucoup d'argent pour juste collecter des données. Donc, c'est ça le principal problème. Parce que les modèles sont là, mais ce qui reste, ce sont les données. Si on collecte beaucoup plus de données,
Donc, c'est quelque chose qui peut faire évoluer les choses, quoi. Alors, donc, je peux ajouter la fertilité et la santé de nos sols. Moi, je pense qu'on doit d'abord commencer par ça. Avant de cartographier les cultures, prévision des rendements, tout ça, il faut que nos sols soient en bonne santé, soient fertiles déjà pour atteindre la sécurité alimentaire et passer à tout ça. Donc, on commence d'abord par ça. À chaque fois, j'ai l'habitude, à chaque fois quand on parle de l'agriculture, on commence par cartographie des cultures, prédiction des semences, prédiction des rendements, classification des semences, tout ça, sans aborder la partie où on doit faire des études pour la fertilité de nos sols et la santé de nos sols aussi. Là aussi, l'IA doit ouvrir ses portes dans ce domaine-là d'abord. Oui, intéressant. Merci beaucoup, Diarra, parce que ça, par exemple, quand je parle de la partie rendement, et ça confirme ce que vous êtes en train de dire, vous savez que, par exemple, nous, à Tolbi, on travaille sur le rendement sur le maïs, mais on s'est rendu compte que le rendement, il faut qu'on ait des informations sur la fertilité du sol, l'humidité, la santé des plantes pour pouvoir faire le rendement. Donc, et ça, c'est très important. Et nous, on s'est rendu compte de ça. Et c'est des choses maintenant qui sont très primordiales parce que, oui, tu peux faire du crop mapping sans ça, mais en ce moment-là, il faudra que, par exemple, c'est pourquoi on a des modèles de fertilité, des modèles d'humidité du sol. Et toutes ces informations-là vont être mises dans la partie modèle de rendement, parce que le rendement a besoin de tout ça, quoi. Et je confirme ce que vous avez dit. Intéressant, merci. Bonjour Doko, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour Doko, tu m'entends? Oui, bonjour, on t'entend parfaitement, mon ami. J'espère que tu vas bien. En tout cas, merci. Oui. J'imagine que la présentation a été très bien. Moi, je l'ai raté, vraiment désolé. Et en fait, merci aussi pour ta réponse. Parce que moi, je travaille surtout sur la sécurité alimentaire. Ben, après, on pourra en reparler. Et j'aimerais avoir ton avis aussi sur au niveau national, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou bien même au Sénégal. Comment sont pris en charge actuellement les indicateurs de risque liés à la sécurité alimentaire tels que les crises alimentaires, etc. Est-ce que les méthodes d'IA aujourd'hui peuvent nous aider à prévenir ces périodes-là? Comme par exemple, l'une des plus récentes, je crois, c'était en 2009 lors de la crise du riz. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir des systèmes d'explicabilité aussi qui nous permettent de voir comment les indicateurs de risque sont liés entre eux et qu'est-ce qui devient un peu plus récurrent, surtout au Sénégal, pour ne pas être dans des situations qui sont d'ordre de crise alimentaire, quoi. Est-ce qu'il y a des travaux actuellement qui utilisent des images, etc. dans le cas du Sénégal? Est-ce qu'à Tolbi, vous êtes concentré sur ce genre de sujet-là au niveau de la crise alimentaire? Voilà. Oui, bon, merci beaucoup, mon ami. Très bonne question. Et je pense que c'est une question qui nécessite une profonde réflexion pour tous les pays africains. Bon, et nous, pour Tolbi, en ce moment-là, sur les indices-là, non, on y travaille sur les indices de crise, mais par exemple, pour comprendre pourquoi le rendement a baissé, pour comprendre pourquoi on n'a pas la pluie, quand est-ce que le moment où on doit l'avoir, pour comprendre pourquoi le rendement a baissé sur le maïs et pourquoi ça a augmenté. Là, oui, on travaille sur cette partie-là, quoi. Aussi pour détecter les surfaces emblavées. Et on peut combiner maintenant, vous savez, avec les LLM, on peut combiner maintenant beaucoup de sources, beaucoup d'informations. Et là, pour te donner une idée, une sortie. Mais concernant les parties crises là, bon, c'est quelque chose sur lequel on ne travaille pas. On s'arrête sur la partie information, c'est-à-dire quelles sont les informations qu'on donne sur les surfaces emblavées et sur les autres années. Tu peux faire des comparaisons sur les autres années, pas seulement sur cette année-là. Tu peux faire aussi, et tu peux avoir un rendement et aussi comprendre pourquoi ton rendement a augmenté par rapport aux autres années et avoir ces informations-là. Mais sur les indices de crise, ce n'est pas quelque chose sur lequel on travaille.
Ah, d'accord, je vois. Et je pense que parmi ces indices de crise-là, on peut avoir des indices de crise liés au rendement. Mais je pense que la source des données aussi, les données, ça doit être un sujet assez critique parce qu'il y en a pas des masses, surtout dans des contextes géographiques tels que le nôtre, quoi, j'imagine. C'est pourquoi, je sais pas si les informations concernant les rendements et tout ça sont parfois reliées dans des données textuelles. Par exemple, les articles de presse ou bien même des rapports qui sont détaillés au niveau national, même au niveau de la PAM, etc. Parce qu'il y a des récentes études qui se concentrent surtout sur l'aspect spatial et où on a démontré aussi que ces sources d'informations peuvent être très bien et très bonnes pour l'extraction d'informations liées, que ce soit les indices liés à l'agriculture, tels que le rendement, ou bien les indices liés à l'environnement. Je pense que c'est une piste de recherche aussi assez prometteuse. Et en tout cas, merci. Oui, top, c'est top. C'est une très belle participation. Et merci beaucoup. C'est quelque chose qui est très impactant et qui peut, effectivement, il y a maintenant des données qui sont open, les gens sortent, mais le problème que tu auras, c'est un peu la véracité, l'accuracy de ces données-là, quoi. Mais il y a des données que les gens publient et c'est ce qui peut être utilisé pour ces genres de cas d'utilisation. Gadjef, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, merci beaucoup, Doko, d'être venu nous partager ce brillant travail. Et thank you very much, Samuel, for coming here and for the great work done. Maintenant, j'aimerais bien savoir s'il y aura une suite dans les travaux concernant la partie spatiale. Oh oui, effectivement, oh oui. Il y a cette partie-là sur laquelle on travaille. On a travaillé sur la partie spatiale, mais aussi sur d'autres choses en ce moment-là pour une version beaucoup plus améliorée. D'accord, on espère vraiment vous revoir ici, vous et Samuel. Et merci énormément. Yeah, ça sera un très grand plaisir. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup surtout à Gazen AI. Donc, Gazen AI m'a motivé à faire de l'IA. Quand j'avais personne quand j'avais personne pour me montrer le chemin, il y avait Gazen AI, il y avait Durgan, il y avait Elias Waliba. C'est ça. Et vraiment, je vous remercie pour ça. C'est pourquoi Gazen AI, toujours je serai là où Gazen AI veut que je sois. Ça, n'hésitez surtout pas. Merci. Thank you, Samuel. You're most welcome. Bye. Thanks, everyone. Bye-bye. Au revoir. Yeah.